Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la lettre P. P. Alors on m'a suggéré de faire P comme permaculture. J'aurais bien aimé, mais j'en suis pas capable. Et je vous dis un mot à ce sujet. Pour moi la permaculture, c'est presque par nécessité la future école élémentaire de la vie pour les humains. En fait pour les humains qui se retrouvent dans une situation à la fois matérielle et culturelle de reconstruire une vie et une culture post-catastrophe, ce que j'appelle la vie post-fin du monde, parce que c'est un apprentissage de la symbiose, c'est un apprentissage de la pluralité, c'est un apprentissage du temps long, c'est une mise en question radicale de nos représentations de l'efficacité, de la pureté, de la purification, de l'action, de la collaboration, de la manière dont on peut construire un échange avec... Oh, elle est belle celle-là. Avec les autres vivants et puis les non-vivants, enfin ce que nous on perçoit comme du non-vivant, comment est-ce qu'on peut leur prêter de l'âme et commencer une discussion politique avec ces éléments-là, les inclure. Donc c'est une vraie reconstruction de l'altérité, mais là voilà, il y a un hic, je suis encore de ce point de vue-là vraiment au babubi-bobu, j'apprends très humblement les rudiments. Donc pour l'instant je vous recommande d'aller voir les vidéos des autres et je fais pas de vidéo à ce sujet, moi je prends pas encore la parole, c'est trop sérieux pour jouer. Alors j'ai pensé aussi à P comme pauvreté parce que ça décrit très très bien le présent, j'ai aussi pensé au présent perpétuel mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors pourquoi je parle de la pauvreté? Parce qu'on vit dans une forme de pauvreté qu'on a inventée avec les révolutions industrielles, qui n'inclut aucune forme de relation réciproque, aucun devoir qui va avec la situation de richesse, aucune responsabilité collective. C'est-à-dire on crée de la pauvreté, on s'autorise à faire de la pauvreté. Et là encore, il y a un X, c'est que pour le coup, le sujet est trop vaste. Voilà. Mais on le traitera. Pourquoi pas avec Georg Simmel un jour, qui a fait un truc très intéressant là-dessus et peu connu. Bon, non, on va faire P comme pensée complexe. Et quand je parle de pensée complexe, je ne vous parle pas du concept, de la notion, de la manière de faire inventée par Henri Laborie. Et, vous savez, Henri Laborie, c'est celui qui a écrit L'éloge de la fuite et qui a été ensuite largement développé, on pourrait dire mise en œuvre, exploité par Edgar Morin. Et alors lui, pour lui, pensée complexe, c'est une pensée transdisciplinaire qui est tissée, qui se tisse. C'est comme ça qu'il pense le mot complexe en fait, comme un tissage entre des choses qui viennent primitivement, on pourrait dire des sciences de l'informatique, de la cybernétique, et qui ensuite va piocher dans toutes les disciplines possibles pour avancer, pour se tisser. Et c'est une pensée qu'on pourrait qualifier en quelque sorte d'antisystémique, d'antisystème intradisciplinaire. C'est en quelque sorte une pensée post-marxiste, post-structuraliste, si on veut bien post-moderne, une forme de néo-humanisme qui inclut la cybernétique et la théorie de l'information dans son cheminement. Mais, bon, ça on pourra en parler, on pourra en faire une vidéo bien passionnante. Cette pensée complexe, bien que je vous en ai donné quelques bases. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait social bourgeois, en fait. C'est les petits péteux en costard-cravate qui disent moi, je fais de la pensée complexe. Ce qui est en fait un élément de violence symbolique. C'est tout simplement de la domination sociale. Qu'est-ce que ça signifie j'ai une pensée complexe? C'est que j'ai une pensée dont la complexité est fragile, ne doit pas être corrompue dans une forme de vulgarisation. Je ne dois pas vous expliquer en quelque sorte. Ma pensée n'est pas faite pour rendre des comptes au sens commun. Ma pensée est d'abord faite pour être efficace dans un process. Bon, alors, vous savez, ça a été utilisé en début de mandat par Macron qui disait en 2017 qu'il ne donnerait pas d'interview, puis ça a été répété au 14 juillet ou à d'autres occasions aux journalistes parce que nous faisait savoir l'Élysée, sa pensée complexe se prête mal à la vulgarisation, quoi, aux vulgaires interviews avec des journalistes. Donc voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait social. Et désolé Rodpi,
qui a fait comme un commentaire que ça déchirait les oreilles d'entendre. En fait, quand on a affaire au fait social, c'est-à-dire en gros aux classes dominantes qui se revendiquent d'une pensée complexe, on a affaire à non pas une pensée qui serait réellement compliquée, non pas à une pensée qui serait réellement cryptique et elliptique, mais en fait à une pensée qui se revendique pour elle-même le droit à ne pas avoir à rendre de compte. C'est plutôt quelque chose comme ça. Et dans le fond, elle est pas tant transdisciplinaire que rapiécée, c'est des rapiessages, parce qu'en fait, on va chercher tout argument qui nous permet de justifier une domination ou un propos. Donc on met au service des propos qui sont détachés, et au nom de la complexité, on ne fait pas l'effort de faire le chemin épistémologique entre les disciplines, de faire le chemin logique qui permet de rabouter des résultats hétérogènes ou des théories hétérogènes. C'est possible de trianguler des résultats très hétérogènes. Ça demande un vaste travail, et surtout ça demande d'être capable d'en rendre des comptes par la suite, quand en tant que penseur, en tant que scientifique, en tant que penseur public, en tant qu'universitaire, on présente ces résultats non seulement à la communauté des chercheurs, mais encore à tous ceux qui peuvent être intéressés par les résultats. Et en ce qui concerne les hommes politiques et les dominants, c'est-à-dire le sens commun, tout le monde. Voilà. Donc, si vous regardez des gens qui se revendiquent de la pensée complexe, et notamment, par exemple, prenons M. Macron, qui a une valeur exemplaire. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que la pensée complexe ? C'est en général un embrouillamini qui reprend et qui agence des pensées un peu bébêtes, extrêmement simples, simplistes, j'aurais envie de dire, et qui correspondent à quelques articles de foi de la pensée libérale. Elles sont, pour certaines, immédiatement des axiomes d'économie politique, et pour d'autres, c'est en quelque sorte des corollaires ou des soubassements de la pensée libérale dans laquelle j'encadre ordolibéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme et lacrymo-libéralisme pour ceux qui suivent au fond de la classe là-bas dans le poirier. Bon. Il n'a pas bonne mine, mais ses poires ont un goût magnifique. Bon. Alors, d'abord, ça n'est pas anecdotique. Quand vous parlez aujourd'hui des gens qui se revendiquent de la pensée complexe, ils pensent, alors ils peuvent appeler ça approche process, approche qualité, etc., mais ils pensent par schéma. Donc, ils vont nous présenter une pensée dans laquelle le schéma précède le réel. Alors ça, c'est très intéressant. Ça s'oppose par exemple à toute la théorie politique de Spinoza qui consiste à commencer à dire dans le Tractatus Politicus, dans le traité politique, que rien ne dépassera jamais l'expérience des sociétés humaines. Donc voilà, on ne parle pas de l'expérience, on part du schéma, on part de la géométrie. La géométrie dit le réel, et si le réel déconne, si ça ne fonctionne pas, c'est que les humains ne se sont pas bien comportés, ils ont été mauvais, ils ont été méchants, il faut les corriger, il faut les redresser, il faut faire de la pédagogie. Mais ce qui est premier, c'est que le schéma précède le réel. Deuxième présupposé de la pensée complexe, le déséquilibre est bon. Une société ne doit surtout pas désirer demeurer ce qu'elle est, elle doit chercher à devenir ce qu'elle n'est pas encore. Et donc, ce qui n'implique pas nécessairement une notion de progrès, attention, c'est simplement l'instabilité qui est bonne. Et donc, il est, parfaitement légitime de la déséquilibrer, de l'exploser. On parlera de disruption, comme vocabulaire de start-upper. Donc, voilà, on commence comme ça. Le schéma précède le réel, et le déséquilibre est bon, la disruption est bonne. Dans la même veine, on comprendra que le processus transcende l'institué. Ce qui est institué ne doit surtout pas être compris sous la modalité de quelque chose d'ordonné et de stable, mais doit être considéré dans son mouvement. Et c'est le mouvement qui prime en quelque sorte. Le mouvement prime l'institué. On ne considère en fait que l'instituant et on parie sur ce mouvement permanent. Donc, le schéma précède le réel, ce schéma prône le déséquilibre, ce déséquilibre est justifié par le fait que l'État, l'institution, l'institué n'est pas bon, il est transcendé par le processus. À l'intérieur de ça, à l'intérieur du process, on a essentiellement des relations de flux. Ce flux doit être fluide, et on va s'opposer à tout ce qui fait frein au flux. Alors, pour continuer,
le pragmatisme des individus qui ont accès, n'est-ce pas, à la pensée complexe, comprennent que si le schéma précède le réel, si le déséquilibre est bon, si la disruption est bonne, si le processus transcende l'institué, si le flux transcende la population, par exemple. Alors ça, c'est hyper intéressant. J'ai lu un super bouquin d'Hervé Lebras, dont je vous parlerai un de ces quatre, qui m'a appris non seulement que population en bas latin, ça voulait dire... en fait, c'est un mouvement. C'est le mouvement de peupler, le mouvement de dépeupler, et dépopulation, c'est le mouvement de dépeupler activement. Et par ailleurs, il m'a appris que, en fait, prolétaire, chez les latins toujours, en fait, ça désigne simplement les humains qui se reproduisent, les humains qui sont de si basse extraction, qui n'ont d'autre valeur pour l'Empire romain que de produire de la chair humaine, que de faire des enfants. C'est littéralement ceux qui sont là pour nourrir, pour faire manger les enfants. Et alors c'est marrant parce que je me suis dit, on fait des tas de pyramides sociales avec tout en haut les gens qui dirigent, en dessous les gens qui produisent de la richesse, on pourrait dire les gens qui possèdent, les gens qui dirigent pour ceux qui possèdent, ceux qui travaillent pas, etc. Et je me suis dit la chose suivante: de quoi a le plus besoin l'humanité? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus vital? Dans le fond, c'est quand même avoir des enfants et puis les nourrir. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en haut de toutes les fonctions sociales, au sommet, justement, cette action extraordinaire qui consiste à être capable de porter, de mettre au monde des enfants et de les nourrir? Tiens, question. Est-ce que c'est pas ça, la fonction sociale suprême et primordiale? Bon, j'en reviens à mes oignons. Nos maîtres de la pensée complexe, dans le fond, qui ont juste appris une méthode d'approche processus, pensent que le schéma précède le réel, que le déséquilibre est bon, que la disruption est bonne, que le processus transcende ce qui est l'institution, l'institué, que le flux doit transcender toute forme d'existence en tant que peuple, en tant que groupe, en tant qu'entité sociale, et puis voilà, quelques autres trucs... vraiment babubi bobu, on nous dira que évidemment la croissance est bonne, on ne peut et doit, sans être liberticide, ne redistribuer que les fruits de la croissance. Évidemment, une fois qu'on a parlé de la disruption, c'est l'innovation technique ou de service qui suscite la croissance et qui est donc vitale. Les problèmes politiques sont des problèmes techniques qu'on peut traiter schématiquement. Et enfin, vraiment le fondement des fondements, n'est-ce pas, qui pourtant vient des manuels d'économie, je ne sais pas comment vous dire, quand moi j'étais à Sciences Po c'était déjà daté, mais c'était déjà daté depuis les années 80, il faut libérer, flexibiliser et sécuriser, ou encore libérer, flexibiliser, unir, ou encore libérer, protéger, unir. Il faut toujours libérer les marchés, il faut toujours flexibiliser les travailleurs, il faut toujours protéger les profits et unir. Qu'est-ce que ça veut dire unir? Ça veut dire, et c'est très profond, ça veut dire que ce qui est de l'ordre de l'affect, ce qui est de l'ordre de l'appartenance, ce qui est de l'ordre de faire peuple est secondaire. Ça n'est pas premier. Et ça doit ne résulter que de processus de communication. C'est pas quelque chose auquel on doit prendre soin dans une perspective symbiotique ou permaculturelle. C'est pas quelque chose qui est promis en ce sens que c'est ce qu'on produit à l'échelle de la fréquentation qui nous appartient et qui nous ressemble. La raison pour laquelle on s'aime devient quelque chose de secondaire, d'artificiel, une identité qu'on crée sur la base de mesures de communication. Voilà. Donc vous avez assisté dans mon propos à la dégénérescence d'une proposition finalement sympathique et brillante d'Henri Laborie puis d'Edgar Morin en fait social, en manière de penser la pensée d'ailleurs, par et pour les élites, et qui consiste à dire notre pensée n'a plus à rendre de compte au sens commun parce qu'elle est trop perfectionnée, n'est-ce pas? Bon, le tout sur une base commune qui consiste à abstraire, à rabouter à des faits sociaux et dans le cadre de la schématisation, à les liquider, à les mettre dans un état de liquidité. Bon, et dans les fleurs et dans la bonne humeur, salut tes joies, puis à la semaine prochaine. Ah bah non, pas à la semaine prochaine, à tout à l'heure,
parce que je mettrai probablement jeudi une autre vidéo en ligne. La grosse surprise que j'ai mis, donc ce sera la vidéo avec le canard réfractaire et où on va d'abord débattre et puis ensuite se co-interviewer avec François Boulot sur comment est-ce qu'on se prend en main là pour 2022, qu'est-ce qu'on fait, comment on se tient, que nous est-il permis d'espérer et qu'est-ce qu'on veut. Voilà, on va débattre en gros de ces choses-là. Ça va être à mon avis extrêmement chouette et stimulant. Et bien, salut tes joies!